Douceur cactus. C'est important des fois de s'emmerder. Et là j'ai l'impression que je m'ennuie plus jamais dans la vie. Et je trouve que c'est pas génial. Imaginez quelque chose de très doux qui finirait par piquer à force d'être caressé. Ou bien imaginez qu'un jour vous découvriez un cactus qui vous fait les yeux doux et qui vous donnerait envie de vous y frotter. Dans Douceur Cactus, on parle de la dépendance qu'on peut facilement connaître avec certains outils numériques. On prend du plaisir à les utiliser, mais parfois ça peut nous encombrer. Je vous propose d'en parler pour mieux comprendre ce phénomène. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Aurélien Guilleneuf, hypnothérapeute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Douceur Cactus. Aujourd'hui, on écoute une voix que vous connaissez peut-être déjà car elle est chanteuse et elle a déjà sorti 2 albums. Elle s'appelle Cléa Vincent. Si vous ne connaissez pas encore ses chansons pop-électro, je vous invite à écouter ces mélodies fraîches et entêtantes sur lesquelles se posent des paroles faussement naïves. Cléa Vincent sait très bien chanter les choses qui piquent avec douceur. Pour cet épisode, on s'est retrouvés cet été en pleine canicule dans un café parisien et elle m'a parlé de sa relation aux outils numériques. Issue de la génération de la fin des années 80, Cléa Vincent est une jeune femme de son époque qui vit notamment avec un smartphone et des réseaux sociaux. Les sujets qu'elle aborde dans ses chansons sont variés et elle y parle parfois de technologie, de virtuel ou encore de relations par téléphone. Bref, des choses de la vie d'aujourd'hui dont on ne sait pas toujours si elles sont plus positives que négatives ou l'inverse. On l'écoute tout de suite et je vous retrouve juste après. Mon rapport aux outils numériques, je pense qu'il a commencé avec l'arrivée de AOL. Je ne sais pas si tu te souviens quand on a eu d'un coup la connexion internet à la maison. Et c'était assez fou parce que je me suis mise du coup à mettre sur les forums de discussion, à discuter avec des gens que je connaissais pas. Et je trouvais ça trop marrant. J'adore. En fait, je suis une grande communicante, donc tout ce qui est outils pour échanger avec les gens et tout, ça me plaît vachement. Après, il y a eu l'arrivée du téléphone portable. Encore un autre délire. Mais c'était des téléphones un peu, tu sais, très rudimentaires, quoi, avec très peu de choses. Mais déjà, j'étais bien accro au téléphone avec les copines, les textos, s'appeler et tout. Mais ça allait encore. Et je me souviens, déjà, il y avait un truc affectif, en fait. Le téléphone, ça allait te donner un signal d'amour à droite à gauche. Et déjà, tu sais, ce truc un peu comme un doudou, tu vois. Il y avait déjà l'aspect réconfortant en fait et rassurant de quand on envoie un message, ou à l'inverse triste si jamais t'as pas de nouvelles d'un tel ou d'un tel. Et puis après il y a eu l'arrivée de Facebook dont je me rappelle, et des mails aussi vraiment. Enfin il y avait déjà les mails, mais je me souviens qu'en tout cas à la vingtaine, je commençais à être à fond sur Facebook, à discuter avec plein de gens, MySpace aussi, et je pouvais passer des heures en fait à diguer, et toujours avec en tête de rentrer en communication avec des gens, parce que c'était vraiment ça qui me plaisait. Mais même, tu vois, même les histoires d'amour quoi, qui passent par le virtuel, ça peut être trop beau, ça peut devenir des correspondances qui marquent toute une vie, tu vois. Donc ça, c'est l'aspect vraiment positif des choses. Après, il y a eu l'iPhone, qui est encore autre chose, parce que là, tout à coup, tu peux chatter de ton téléphone, tu peux envoyer des photos. Enfin, c'est encore une autre ère, en fait, l'ère de l'iPhone. Et là, je dirais que à la fois, c'est merveilleux. Notamment, c'est un excellent outil de travail. Comme je suis musicienne, artiste principale, ça me permet, si tu veux, de faire vachement avancer les choses en temps réel, de donner des retours sur des photos, de répondre à un mail dans le métro. Et puis aussi, ce qui est génial, je trouve, avec l'iPhone, c'est que ça occupe vachement dans les transports. Et moi, je prends énormément les transports. Tu vois, je vais me taper, après-demain, je vais partir à Antibes, ça va être 10 heures de voiture. Et ben typiquement, grâce à mon iPhone, je vais pouvoir aller écouter tous les disques que je veux, travailler, parce que écouter, ça veut aussi dire travailler pour moi, des fois étudier un morceau, répondre à ma manageuse, envoyer une photo, poster un truc sur Instagram. Donc ça, c'est un peu tout l'aspect positif de l'iPhone, qui est formidable et qui, je pense, m'a fait avancer dans ma carrière, clairement. C'est comme ça que j'arrive à ce que mon entreprise elle fonctionne aujourd'hui. C'est parce que
je suis super connectée et je fais avancer les choses en temps réel et du coup il y a du rythme, il y a du tempo grâce à ça. Donc je pourrais pas m'en priver aujourd'hui. En revanche, quand j'arrive à couper et que je pars me faire une balade, je me ressource. Je trouve que c'est un excellent moyen de se ressourcer que de partir marcher sans son téléphone. Mais il y a du temps mort. Il y a énormément de temps mort, clairement, dans mon utilisation de l'iPhone. Ce que j'appelle temps mort, c'est quand tu n'es ni en train de répondre à un mail de travail, ni en train de répondre à une copine, et que tu es en train de zoner, en fait. Et s'il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien agir, c'est le zonage. Je trouve que c'est vraiment chronophage et nuisible. Et on en vient aux limites, parce qu'il y en a, hélas. L'ennui, c'est que par moments, je trouve que ça rend très nerveux parce que tu te mets à, par exemple, j'utilise mon iPhone beaucoup comme outil aussi musical. Donc je vais par exemple utiliser comme dictaphone ou comme métronome. J'ai des logiciels dedans en fait de musique. Donc d'un coup, je vais être en session de musique, donc je vais être en train de travailler mon piano et puis je vais avoir un appel et puis je vais avoir un texto. Donc je vais être dérangée en fait dans mon travail. Ça arrive. Et même, je vais te dire, au-delà d'être dérangée dans mon travail, je vais moi-même me déconcentrer en allant voir si j'ai pas un message sur Facebook et tout ça. Mais à la fois, c'est parfois agréable de faire une petite respiration dans le travail et d'aller regarder si quelqu'un t'a envoyé un message. Mais je trouve quand même que c'est pas terrible d'être comme ça, détourné d'une partition avec un texto. C'est un peu con, tu vois. Ça fait qu'en fait t'es ni à la partition ni avec la personne, t'es un peu dans un entre-deux qui est pas génial. Et puis l'autre chose, c'est que moi je me rends compte que donc ça reste un doudou, parce que je pense notamment le soir où aujourd'hui je ne lis plus. J'ai jamais lu beaucoup, hein, je te rassure. Mais je lis plus, mais non seulement je lis plus, mais en plus ça fait que je me couche tard parce que je me mets dans mon lit et puis je suis avec mon iPhone et ça peut durer de minuit à 2h du mat, tu vois, où je vais zoner, à discuter avec des copines, envoyer des trucs. Alors c'est des conversations qui peuvent être géniales, trop marrantes. Et en fait ça m'apporte quelque chose. Mais en soi, je peux pas m'empêcher de trouver quand même ça un tout petit peu artificiel. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je sorte voir mes copines et puis que je rentre me coucher plutôt que d'être dans mon lit en train de discuter avec ma copine. En même temps, je sais pas, j'aime bien aussi, si jamais c'est pour discuter, ça va. Si par contre c'est pour aller stalker des profils et scroller sur Instagram un peu dans le vide, ce qui est un réflexe qui vient assez rapidement quand t'es fatigué. Tu as tendance à scroller ton Insta un peu dans le vide. Et ça, c'est pas ouf. Ça, je pense que c'est un truc que je maîtrise pas et que ça m'arrive en fait des fois d'y aller parce que je sais pas trop quoi faire, quoi. Je trouve que c'est une très mauvaise raison d'aller sur son iPhone que d'y aller parce qu'on se fait chier. Je trouve qu'on devrait y aller quand on a un vrai truc à y faire. Donc là, il y a la limite s'installe là. Et puis l'autre chose, c'est que je trouve que ça, par moment, ça peut un petit peu couper de l'ennui et du rêve. Parce qu'en fait, on a besoin de silence, on a besoin d'avoir les yeux reposés, de pouvoir marcher dans la rue en regardant les oiseaux et sans forcément sentir son portable vibrer. Et là-dessus, je pense que ça a ses limites aussi parce que c'est important des fois de s'emmerder. Et là, j'ai l'impression que je m'ennuie plus jamais dans la vie. Et je trouve que c'est pas génial. J'ai des souvenirs enfants que je m'ennuyais beaucoup. Et je pense que ça me faisait grandir parce que naissaient des réflexions, parce qu'en fait, le fait de s'ennuyer, déjà, je pense, met le cerveau au repos. Et puis apporte autre chose. Donc voilà, je suis dans ce truc un peu d'entre-deux où à la fois je trouve ça génial et à d'autres moments ça me pourrit la vie parce que je pense que ça m'empêche de respirer, clairement. Ça m'étouffe un peu les téléphones. Et tu vois, même aujourd'hui, je vais avoir du mal à regarder un film sans regarder mon téléphone au moins une ou deux fois pendant le film. C'est idiot, tu vois. Enfin, autant aller au bout du film et puis regarder après plus tard si t'as des messages. Et puis l'autre chose aussi, la dernière, c'est que c'est une grosse source de stress parce que par moment, tu vois, les rares fois où je pars en vacances, je peux pas m'empêcher d'avoir mon téléphone sur moi et il y a plein de fois où je vais avoir un truc qui relate du travail, qui me tombe dessus sur une plage, tu vois. Mais ça a rien à y faire en fait.
sur la plage, je devrais pas répondre pour dire ah oui cette photo plutôt que celle-là, ah oui je vais poster un truc. Voilà, je devrais pas faire ça. Et pour ça, il faut laisser son portable à la maison. Mais qui dit portable à la maison, ça veut dire que t'as pas l'heure, ça veut dire que tu vois, voilà, ça fait peur, ça peut faire peur de laisser son portable à la maison. T'as peur que d'un coup tu puisses avoir besoin de quelque chose, d'être joignable et tout. Donc en fait, l'ennui avec l'iPhone, je trouve que c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit t'es pas joignable et personne sait où t'es, soit d'un coup tout est possible, quoi. Tu vois, ce truc qui est vraiment binaire avec l'iPhone, qui est un peu relou. On devrait pouvoir de temps en temps prendre un petit 3310, tu vois, en spare. Et comme ça, t'as pas accès à tes mails. Mais quand même, si tu veux appeler pour dire où t'es, enfin bon. Donc peut-être qu'on va inventer un genre de téléphone qui sera bis, qui sera un petit truc relié à ton portable, mais qui t'empêche de tout faire dessus, quoi. Idée. Je suis une accro à l'amour aussi. Moi, j'ai besoin j'ai besoin de contact vraiment avec les gens que j'aime. Et clairement, ça a toujours existé. Je pense pas qu'il y ait eu de fracture. Et il est possible que ça se soit empiré dans les périodes de sortie d'albums, notamment, où vraiment t'es complètement sursollicité. Donc je pense qu'il y a vraiment des moments de crise où vraiment je suis tout le temps sur mon téléphone parce que je gère tout le temps plein de trucs en même temps. Mais à côté de ça, mon téléphone, c'est un peu l'équivalent de l'ordinateur de l'expert comptable. Tu vois ce que je veux dire, c'est que l'expert comptable, il va passer 7 heures par jour devant ses tableurs Excel. Bon bah moi, ça va être 4. Et je vais être en train de gérer des trucs. Donc la limite entre un véritable outil de travail et l'addiction, elle est pas évidente, je trouve. Bon, je n'utilise pas le mot iPhone dans mes chansons parce qu'il faut pas déconner. Mais je trouve ça marrant, ouais, que la technologie apparaisse dans les chansons parce que c'est, tu vois, on parle dans mon morceau Achète-le-moi. Je dis achète-moi un billet électronique. Et ça, par exemple, c'est complètement de maintenant. Le billet électronique, ça n'existait pas avant. Et je trouve ça marrant de faire référence à ça dans la chanson Au phone. Ça parle de la distance et que quand le lien c'est juste le téléphone, le lien avec la personne. Donc dedans je parle d'un appel entrant que je reçois et du coup non mais ça parle de la frustration justement autour du fait de savoir au téléphone mais pas de se voir en vrai. Ça c'est vraiment une chanson qui parle de ça parce que moi le nombre de fois où en fait où appeler la personne quand elle me manquait était encore pire finalement que de l'imaginer parce qu'en fait entendre une voix c'est horrible quand tu as envie d'être avec la personne, je trouve. Donc ça parle, ouais, je trouve qu'il y a il y a quand même pas mal de frustration autour du téléphone. Et puis l'autre chose que j'ai appris qui est assez folle, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Il paraît que je sais plus si c'est un texto sur 2 où en fait on se comprend pas. C'est peut-être le fait d'écrire rapidement comme ça. Et des moments, il y a des quiproquos aussi avec les textos. Il vaut mieux se voir, en fait. Il y a plein de moments où il vaut mieux se voir que de s'écrire. Après, je te cache pas que pour moi qui ai peur de dire non, qui déteste le conflit, c'est un outil merveilleux. Parce que quand tu n'oses pas dire non, tu réponds pas au téléphone. Donc tu as le choix. Et puis tu réfléchis, tu écoutes le message, tu réfléchis et tu envoies un texto. Et ça, j'avoue que moi, ça m'économise beaucoup d'énergie. Moi, je crois très franchement que je suis assez douée à l'écrit. C'est-à-dire que j'arrive bien à me faire comprendre. Et c'est pour ça que j'adore cet outil. Je pense que j'ai rarement été face à un gros quiproquo. Mais par contre, j'ai vu des gens tellement mauvais, mais être hyper agressifs à l'écrit. Et en fait, tu les vois en vrai et tu t'aperçois que ils n'étaient pas en colère. Donc ça me fait halluciner. Il y a vraiment des gens qui sont super nuls pour exprimer des choses. Et à l'inverse, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués à l'écrit et qui ont je parle pas de moi, mais qui ont le sens de la rhétorique, qui justement vont prendre le temps de formuler et ça va devenir très beau, ça va devenir de la poésie, de l'art, ou juste quelque chose d'agréable. Mais tu me diras, ça c'était possible aussi du temps des lettres, hein. Mais ça va encore plus vite là. Et pour ça aussi, c'est assez génial en fait quand on peut envoyer une pensée. En fait, les pensées du temps du courrier, elles étaient souvent, je pense, oubliées.
Mais donc ça c'est une ultra communication, mais ça a du bon aussi, je trouve, parce que ça permet de se connaître. C'est-à-dire que quand tu connais les pensées de quelqu'un en temps réel, via ton téléphone, ça permet de le connaître aussi vraiment bien. Et j'ai l'impression que moi j'ai appris plein de choses avec ça aussi, en donnant, en racontant une pensée, un truc sur le moment. L'autre te répond, tu rebondis, bim bam, et ça fait avancer aussi la réflexion. Donc ça c'est, je trouve ça intéressant. Alors peut-être tu me diras oui mais ça manque de réflexion, c'est trop direct. Est-ce qu'il faut pas un peu de recul avant d'écrire à quelqu'un et tout ? Je sais pas trop. Je pense que ça pousse beaucoup sûrement à l'impatience. Enfin il y a un truc assez fou, c'est qu'on est devenu super impatient. On veut tout de suite. Et c'est un peu dangereux ça je pense, parce que il y a un endroit où il faut savoir se maîtriser, pouvoir attendre. Moi ça j'en souffre des fois, je trouve que les gens sont trop impatients. Par exemple il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui a essayé de me joindre, j'étais occupée et j'ai pas répondu. Elle m'a rappelé, ensuite elle m'a écrit, il m'a écrit sur Facebook, il m'a écrit sur Instagram, sur mon SMS et sur mon mail. Donc en gros, je me suis retrouvée avec des messages dans tous les coins de cette personne qui a essayé de me joindre. Finalement, donc ça me donne pas du tout plus envie de répondre. Le lendemain, je lui ai écrit, on s'appelle à 18h. Et à 18h quand je l'appelle, il me dit t'inquiète, appelle-moi demain. Donc en fait, le truc pouvait attendre 48 heures, clairement. Et j'ai été surpressurisée quoi. Et tout ça ça peut être très désagréable. De recevoir des coups de pression comme ça, ça peut être aussi très envahissant l'iPhone pour ça. Enfin il y a des gens qui en tout cas en font mauvais usage et qui deviennent très envahissants avec cet outil là. Et puis je ne sors rarement mon téléphone quand je suis en café avec quelqu'un. Je trouve ça très très mal élevé d'ailleurs de sortir son téléphone en pleine conversation. En réunion, j'ai horreur de ça, les gens qui sortent leur téléphone comme ça alors que t'es en train de leur parler, je trouve ça. Donc pour te dire quand même que je suis pas non plus complètement toxico, parce que j'ai conscience des moments de la vie précieux, comme un one-to-one dans un café où t'échanges et en fait tu veux pas être interrompu, donc tu laisses ton téléphone dans ton sac. Ça, je trouve ça super important. Je trouve que les gens ont tendance à sortir trop leur téléphone quand on est au café. Je trouve ça, là pour le coup, je trouve ça un peu débile, parce que t'es nulle part à la fois. On parlait de cette espèce d'entre-deux de merde, mais soit t'es au café, soit t'es avec ta pote au téléphone. Donc tu peux pas être partout, quoi. Ouais. Ça peut aller très vite de laisser les choses prendre trop de place dans nos vies. Et d'ailleurs, l'aspect rapide est central dans les addictions au digital, tout comme la notion de plaisir. On l'a vu dans l'épisode numéro 3, consacré aux mécanismes d'addiction. Et justement, les outils numériques, smartphones, réseaux sociaux, jeux en ligne, les sites de rencontres, etc., sont des solutions de plaisir rapide. Facile d'accès, efficace, c'est justement ce qui fait que c'est si tentant d'y revenir encore et encore. Or, beaucoup de choses dans la vie se font tout sauf rapidement. Construire des relations humaines stables et positives, réussir sa carrière, gagner confiance en soi et en les autres, ou bien simplement laisser les choses se faire naturellement, contempler, profiter du moment présent. La technologie peut avoir tendance à nous faire oublier la patience. Mais c'est intéressant de réapprendre la patience, voir l'ennui qui stimule l'imagination et bien d'autres choses, comme vous l'avez compris. Les sensations négatives qu'on a appris à combler avec un smartphone, l'ennui, la solitude, la tristesse, le sentiment de vide, d'insécurité, peuvent être substituées assez facilement en réalité. On peut trouver d'autres moyens de combler ces sensations. Par exemple, on peut identifier ces moments où on utilise son téléphone ou les réseaux sociaux de façon purement compulsive, sans but précis. Quand on est avec quelqu'un qui sort son téléphone, quand on est avec quelqu'un qui s'absente soudain quelques instants, dès qu'on doit attendre le bus ou le métro plus de 30 secondes, quand une réunion débute avec un peu de retard mais qu'on est déjà dans la salle. Peut-être que dans ces moments-là, ça peut faire du bien de s'autoriser à laisser son téléphone tranquille quelques instants. Mais c'est parfois difficile de couper vraiment parce que, au-delà des tentations, il peut être aussi difficile de résister aux sollicitations,
des notifications, des SMS, des appels, etc., qu'on reçoit parfois dans des moments où on aurait besoin de se concentrer. Essayer d'y résister, c'est comme avancer sur une poutre. Des forces extérieures et des distractions peuvent nous faire vaciller, mais si on parvient à rester concentré, on peut malgré tout réussir à avancer en portant vraiment son attention sur la poutre et sur son corps pour le stabiliser, sur son esprit pour le maintenir concentré, sur ses sensations pour vivre le moment et s'adapter à ce qui est le mieux pour nous. Pour gagner en concentration et résister aux sollicitations, il peut être intéressant de revoir sa façon de faire les choses. Par exemple, en séparant bien les tâches que l'on fait en plusieurs mini-missions, avec une intention claire pour chaque activité, et en réalisant ainsi un objectif après l'autre, plutôt que d'essayer de faire trop de choses à la fois. On peut très bien compartimenter ces activités pour mieux se concentrer sur chacune d'elles et s'y maintenir, quitte à faire des pauses plus souvent. Je précise d'ailleurs que d'un point de vue professionnel, le droit à la déconnexion est désormais mentionné dans le Code du travail. Et puis enfin, si on réfléchit bien et qu'on repense à cet exemple de la poutre, rien ne nous oblige à réagir en permanence à toutes les informations qu'on reçoit, sinon nous-mêmes. Un grand merci à Cléa Vincent pour son témoignage authentique et sympathique. J'espère que cet épisode vous a plu, car il y en aura d'autres, sur d'autres sujets, avec d'autres invités intéressants. Le temps passe vite en votre compagnie et il est déjà l'heure de se quitter. Si vous êtes sensible à ce sujet, et peut-être si vous avez été sensible à ce témoignage en particulier, vous pouvez partager l'épisode autour de vous, vos amis, vos collègues. Pourquoi pas cette personne bien précise à qui vous pensez quand on vous dit addiction digitale. Je fais ce podcast pour ouvrir le plus d'esprit possible sur ce qu'il y a de bon et de moins bon à propos des outils numériques. Alors autant passer le message. Merci pour votre soutien.